pourquoi est-ce que la commune a initié et soutenu ce projet? Donc il faut savoir que la commune de Lannes a un plan climat depuis 2021 avec toute une série d'objectifs à atteindre d'ici 2030. Et donc forcément ce sujet il fait partie de cette boîte à outils que la commune de Lannes désire mettre en œuvre. Parce qu'on parle ici d'un projet effectivement très intéressant, où on parle de production d'énergie renouvelable, de partage de cette énergie renouvelable de façon locale, et on parle aussi de plus d'efficacité et d'efficience au niveau de notre consommation énergétique. Et donc bien évidemment, on se retrouve complètement dans cette politique, avec ce projet donc, qui est tout de même une nouveauté, parce que je dois vous rappeler que la commune de Lannes est vraiment une commune pionnière pour la mise en place de cette communauté d'énergie. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long que ça, mais il me reste tout de même à remercier vraiment sincèrement les citoyens du groupe de travail qui est issu du plan climat. Ces citoyens, ils sont bénévoles. Ils ont passé beaucoup de temps à préparer cette conférence. Ils ont arpenté certaines rues de la commune de Lannes également aussi pour apporter des invitations papier. Donc vraiment, je les remercie énormément parce qu'ils font ça avec cœur. Et il y a notamment donc, un représentant de ce groupe de travail juste à mes côtés. Et donc je vais céder la parole à Alain, que je remercie encore pour tout son travail et qui va vous donner aussi quelques autres informations. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente conférence. Voilà, merci Cédric. Voilà, donc Alain Gilly, je pense que je connais pas mal de personnes dans la salle, mais voilà, je suis toujours là, je suis toujours actif. Et donc, en effet, l'énergie, c'est ma passion, depuis toujours. Pour votre information, je faisais encore le compte il n'y a pas longtemps, j'ai réduit ma consommation d'électricité par 5. Sur les 15 dernières années, en prenant toute une série de petites mesures. J'y suis arrivé, donc notamment les panneaux photovoltaïques, puisque j'ai des panneaux maintenant depuis 12-13 ans, la domotique depuis plus de 10 ans, enfin voilà. Donc c'est vraiment ma passion. Dans le principe de l'installation de ce plan POLEC, il y avait une volonté de laisser les citoyens qui étaient volontaires participer au projet, et il y a plusieurs groupes de travail qui ont été créés, dont celui relatif à la communauté d'énergie. Et je souligne la présence d'ailleurs de plusieurs personnes qui sont ici devant. Il y a Joseph de Geldereux, il y a Alain Delvigne, il y a Alain de Prince qui n'est pas là, Alain Gilly, ça fait beaucoup d'Alain. Et il y a encore Raymond Betts que j'ai vu arriver. Il est là. Raymond qui ne consomme pas l'électricité. Il en produit plus, il en injecte plus qu'il en consomme. Vous voyez, il est passionné aussi. Et donc voilà, on s'est mis au travail assez rapidement, et ça remonte, j'ai pris les dates avec moi, donc c'était au mois de septembre 2022, on s'est lancé, on a rédigé une fiche projet, et alors c'est pour ça que je l'ai prise avec, parce que j'ai revu les échéances, et dans notre projet, nous pensions de réaliser le projet pour juillet 23. Bon, inutile de vous dire que ça ne s'est pas fait. Et on avait même prévu déjà de reproduire le projet en juillet 24, sur base de l'expérience du projet de juillet 23. Pourquoi est-ce que ça n'a pas avancé? Eh bien parce qu'il y a eu plein de tergiversations au niveau de la législation sur les communautés d'énergie. Il a fallu attendre presque fin de l'année dernière pour avoir les textes définitifs publiés au Moniteur et approuvés. Et puis je vais vous passer tous les détails, mais au niveau administratif, paperasserie, c'est très compliqué. Sans tenir compte de détails plus techniques, et ça je pense qu'Horace aura l'occasion d'en parler, mais ceux-là on n'y coupe pas, c'est tout ce qui a lié à trait à la clé de répartition des énergies qui seront produites. Bref, on a tout essayé, on avait plein de devis, on a parcouru plusieurs sites dans la commune avec des entrepreneurs pour avoir des devis, on a fait des plans financiers, hein, et voilà, au bout du compte, on était un peu découragés parce que on a dépensé beaucoup d'énergie, on est arrivé nulle part. Et en plus, les coûts, ce n'était pas évident non plus au départ. Bon, depuis lors, les coûts des panneaux ont fortement évolué, heureusement. Et donc voilà, arrivé à ce stade, on s'est dit maintenant que la législation est claire, on va essayer de foncer, d'être les premiers pour mettre ça en route. Et donc on a dit, on va se faire accompagner pour être sûr de réussir cette fois-ci.
Et c'est comme ça que le groupe Helios a été désigné par le biais d'un marché public au niveau communal. Voilà. Et donc moi, ça s'arrête ici. Je vais laisser la parole, je pense, à Kevin pour commencer. C'est ça. Voilà, Kevin. Je pense que c'est belle introduction. Merci bien. Les communautés d'énergie, c'est une révolution énergétique qui change tout. Vous voulez comprendre comment elles fonctionnent? Suivez-nous. Une communauté d'énergie réunit des producteurs et des consommateurs au niveau local. Les producteurs partagent leur surplus d'électricité. Les consommateurs achètent cette énergie à un prix réduit. C'est une nouvelle façon de consommer, locale, économique et écologique. En Wallonie, il existe deux types de communautés d'énergie, la communauté d'énergie renouvelable et la citoyenne. La CER est axée sur les énergies renouvelables locales, tandis que la CEC est plus ouverte à d'autres formes de production. Les communautés d'énergie offrent de nombreux avantages, économiques, écologiques et solidaires. Économique, les consommateurs réduisent leurs factures et les producteurs valorisent leur surplus. Écologique, elles favorisent les énergies renouvelables locales, limitant notre impact sur l'environnement. Solidaire, l'énergie est partagée entre voisins, dans un modèle transparent et juste. Pour faire partie d'une communauté d'énergie, il faut disposer d'un compteur communicant pour mesurer et partager vos données énergétiques. Renoncez au tarif social, si vous en bénéficiez. Abandonnez le régime de compensation, remplacé par un modèle plus avantageux. Quand vous rejoignez une communauté, vous recevez deux factures. Une facture de votre fournisseur classique, pour l'électricité que vous utilisez hors communauté. Une facture de la communauté d'énergie, pour l'énergie partagée entre ses membres. Tout est clair et transparent. Le gestionnaire de réseau assure que l'énergie circule entre les membres de la communauté. Il assure le comptage et la gestion des flux d'électricité. Grâce au GRD, tout est automatisé et fiable. Et si votre commune vous permettait de payer moins cher votre électricité tout en soutenant la transition énergétique? C'est exactement ce que Lannes est en train de mettre en place avec sa nouvelle communauté d'énergie renouvelable. À Lannes, plus de 1760 installations photovoltaïques sont déjà en place. Grâce à la CER, les habitants et entreprises ayant des panneaux solaires peuvent partager leur surplus avec ceux qui en ont besoin, et tout le monde y gagne. Vous voulez en savoir plus? La commune de Lannes organise une conférence d'information le jeudi 20 mars à 19h30 dans la salle des mariages de la maison communale. L'inscription est gratuite et ouverte à tous. Que vous soyez producteur ou consommateur, la CER de Lannes vous permet de réduire votre facture énergétique sans changer de fournisseur, tout en contribuant à un projet écologique et solidaire. Venez découvrir comment faire partie de cette nouvelle dynamique locale. On a l'habitude de faire des conférences dans les communes en Wallonie, et Lannes bat un record. La plupart du temps, on a un taux de présence entre 40, 50 participants grand maximum, et il faut aller les chercher. Et ici, je pense, si je ne m'abuse, qu'on a dépassé la barre des 100. Du coup, bravo aux citoyens, bravo au groupe de travail, bravo à la commune de Lannes, qui, je le confirme, est pionnière. J'ai entendu l'historique, Alain, du travail effectué sur la commune. Je peux entendre et comprendre à 100% les difficultés, puisque même si la législation est plus claire aujourd'hui, ça reste extrêmement compliqué au niveau de la charge administrative et juridique pour mettre en place une communauté d'énergie. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous casser les oreilles aujourd'hui avec toute cette législation, puisqu'en fait, Helios en a fait sa spécialisation. On a trois grands pôles qui prédominent pour ce soir. C'est la partie communauté d'énergie avec Helios Community, où on a en fait une spécialisation dans le conseil, l'accompagnement, la création et la gestion. J'en parlerai plus tard. Helios Technologies pour le développement d'applications de monitoring, donc de gestion intelligente de l'énergie, et le coaching, puisqu'on passe notre temps à informer les désinformés et à accompagner dans l'amélioration des profils énergétiques. Avant de débuter et avant de parler pratico-pratique et communauté d'énergie, il me semblait important de replanter un peu le décor. Alors si on fait un pas en arrière, on est aujourd'hui donc dans une révolution des usages. Pourquoi on parle d'une révolution des usages? Parce qu'il y a quelques temps, c'est pour ça que je parlais de regarder en arrière, on avait des grosses usines à charbon et à gaz qui produisaient de l'électricité, qui l'envoyaient sur un réseau vers les consommateurs. Jusque-là, c'était assez simple. Quand il y avait trop d'énergie, je vous donne une image, on enlevait du charbon, et quand il en fallait, on en rajoutait. Donc jusque-là, pas trop de problème pour maîtriser la production et la consommation. Et puis on a introduit les énergies renouvelables. Et c'est là que c'est devenu compliqué, puisqu'aujourd'hui, y compris les détenteurs de panneaux,
qu'est-ce qui drive votre production et votre consommation? C'est la météo. Et c'est ça qui est devenu plus compliqué. Alors aujourd'hui, il y a des outils, il y a des solutions, on va en parler. Les communautés d'énergie vont être très très importantes pour cette transition énergétique, mais pas que, puisque cette révolution des usages consiste à dire qu'on va augmenter de plus en plus la consommation, donc les besoins en énergie, de par vos prochains véhicules électriques, etc. On arrive également vers de nouvelles réglementations et de nouvelles tarifications. Alors je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vous avez déjà souvent entendu parler des tarifs dynamiques et incitatifs. Et l'autoconsommation aujourd'hui va devenir primordiale. Donc aujourd'hui, il est essentiel clairement de se soucier de sa production, hein, quand on a la possibilité de mettre des panneaux, mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est de flexibiliser sa consommation, c'est-à-dire driver, avoir la maîtrise de sa consommation, pour éviter d'être, en fait, pour limiter la dépendance des fournisseurs et d'électricité classique. On a également un défi au niveau de la stabilité du réseau. Mes amis d'Ores en parleront tout à l'heure, avec, moi je le sais, d'excellents résultats un peu partout en Wallonie. J'espère que les communautés d'énergie vont vous aider, pas directement, mais parce qu'en fait on va révolutionner les usages, hein, on va faire beaucoup plus attention à la manière dont on va autoconsommer, donc on va soulager le réseau. Et alors ce qui est très très important aujourd'hui, ça va être l'inclusion du numérique et des intelligences artificielles qui vont se préoccuper du moment où il faut consommer, quand vous serez occupé à bronzer en vacances, comme le disait Fabrice, ou quand vous êtes au travail. Parce que l'exemple de Fabrice était tout à fait en adéquation avec la météo du jour, mais on pourrait prendre l'exemple de tout le monde ici aujourd'hui. La plupart d'entre vous, vous avez une vie active, vous n'êtes pas là la journée, et donc cette électricité n'est pas autoconsommée, et elle va pouvoir servir à d'autres acteurs de la commune. Mais on va se concentrer ce soir sur la CER, Communauté d'énergie renouvelable, et la future CER à LAN, qu'on a dénommée LAN Énergie. Tout à fait. Donc le principe, vous l'avez compris, c'est de réunir des citoyens, des entreprises, des institutions qui sont propriétaires de panneaux et qui vont redistribuer les excédents de production à des citoyens qui n'ont pas de panneaux ou pas assez de panneaux, donc qui ont des besoins plus importants. On parle également de stockage local, et donc ici, on ne va pas trop aller dans les détails, mais les flèches que vous voyez, en orange c'est l'électricité réseau, le vert, vous vous en doutez, les énergies renouvelables et la réinjection. Le but en fait, c'est de valoriser cette réinjection, parce que si je dois vous donner une image très simple, aujourd'hui, les détenteurs de panneaux, ce que vous réinjectez sur le réseau, cet électron que vous réinjectez, c'est votre voisin qui le consomme, parce qu'un électron va au plus court. Hein. La seule différence, c'est que cet électron n'est pas valorisé par les fournisseurs aujourd'hui, ou très peu, mais il est revendu 10, 15, 20 fois le prix à votre voisin. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle de cette production et de cette consommation. La particularité, par contre, de la CER, outre le fait de réunir donc, des citoyens, des entreprises et des institutions, c'est qu'on va produire et consommer cette électricité de manière locale. Donc la législation impose que la CER soit limitée au périmètre de la commune. Donc ceux qui souhaitent rejoindre LAN Énergie devront effectivement être domiciliés à LAN. Un autre point important, c'est que l'énergie partagée ne peut être que issue d'énergie renouvelable. Donc PV principalement à LAN, mais sachez que dans d'autres communes wallonnes, on peut avoir de l'hydroélectricité, on peut avoir de la biométhanisation, on peut avoir aussi de l'éolien, même si c'est un petit peu plus compliqué. Oui, on va en parler aussi, mais avant de parler de partage d'énergie, il faut suivre les décrets, la législation, et donc il faut créer une personne morale. Celle qui s'y prête le mieux, c'est l'ASBL, c'est celle qui est le plus facile à constituer et à gérer dans son quotidien. Voici justement les différentes étapes. Alors il y a 5 étapes, ça va paraître super simple quand on voit ce cheminement, mais en fait non. Au niveau de la première étape, comme je viens de vous le dire, c'est de constituer une ASBL qui est composée de 3 représentants, un président, un trésorier, un secrétaire, pour ne pas les nommer. Ils sont toujours en cours de désignation pour LAN Énergie, mais c'est en bonne voie, puisque, comme ces messieurs vous l'ont annoncé, ça fait des années, des mois et maintenant des semaines qu'on œuvre sur cette constitution.
pour que l'ASBL soit déjà notifiée par la Coap et qu'on puisse ensuite, pour l'étape 2, c'est remplir les différents formulaires permettant aux futurs participants de partager et de consommer l'électricité de manière locale. Donc en réalité, si on vous réunit aujourd'hui, c'est pour vous permettre de rapidement rejoindre l'étape 2, parce qu'actuellement, sachez-le, il y a beaucoup de liberté dans les communautés d'énergie, donc on peut rentrer et sortir comme on veut. Mais si vous allez dans les petites lignes des textes de loi, en réalité, on peut sortir à la fin d'un mois d'une communauté, donc il n'y a pas de contrat, on n'est pas lié. Mais pour la rejoindre, une fois qu'elle est constituée, il faut 110 jours ouvrables. Ça veut dire que celui aujourd'hui qui rate le train, il va devoir attendre, et je dis 110 jours, mais voilà, on parle d'un bon gros 5 mois. Et voilà, donc ça c'est un paramètre à prendre en compte, parce qu'en plus aujourd'hui la Coap, les GRD, les fournisseurs sont déjà submergés de travail, et on ne va pas s'amuser à notifier des nouvelles entrées de membres tous les jours et toutes les semaines. Vous imaginez le calvaire pour les différents organismes. Donc je tenais à mettre un point d'honneur là-dessus, puisque vous verrez que pendant la conférence, en fin de conférence et plus tard, on vous donnera toutes les indications pour vous manifester, voir si vous souhaitez être producteur ou consommateur, ou les deux, puisqu'on peut avoir les deux statuts au sein du partage. Les prochaines étapes, c'est un petit peu la mission et la responsabilité d'Elios, c'est qu'on va vous faciliter le travail. Tous les documents sont prêts. On fera une version papier, on fera une version informatique pour les 2.0, ceux qui sont un peu plus à l'aise avec la technologie. Et puis on va s'occuper après des validations, on va s'occuper de le notifier auprès du GRD pour recevoir les conventions, pour pouvoir partager l'électricité. Alors, rapidement, les intervenants, je vous ai déjà un petit peu utilisé le montage, mais nous avons donc les producteurs, donc dans ce cas-ci, à l'âne, ce sera des détenteurs de panneaux solaires. Nous avons les consommateurs, ceux, comme je le disais, qui n'ont pas de panneaux, ou qui ont des panneaux, mais pas assez de production pour subvenir à leurs besoins en termes de consommation. Le représentant, c'est Elios Group dans ce cas-ci, puisque nous avons évidemment participé à un marché public, et on a démontré donc toutes les capacités pour vous rendre la vie en communauté d'énergie la plus simple possible. On va notamment s'occuper, outre la paperasse, de la facturation, d'organiser des assemblées générales, de vous former continuellement. Enfin voilà, on est là pour chouchouter les participants. La Coap, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le régulateur d'énergie, donc la police de l'énergie, qui s'assure que les décrets soient suivis à la lettre. Le fournisseur, et ouais, votre fournisseur d'électricité, il ne va pas disparaître. C'est lui qui facture l'électricité hors communauté d'énergie, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à 100% d'autoconsommation en communauté d'énergie. Et il va également facturer les frais de transport. On arrivera là-dedans un peu plus tard dans les détails. Et le GRD, c'est le meilleur ami des communautés d'énergie, parce qu'en plus qu'il soit friendly aujourd'hui avec les communautés, particulièrement en RES, qui est le GRD le plus mature en termes de communauté d'énergie, c'est lui qui va récolter les données de comptage et les fournir aux fournisseurs et à la communauté d'énergie pour établir les factures. La première condition, et Orez vous en parlera dans le détail tout à l'heure, c'est de posséder un compteur communicant. Obtenir évidemment les autorisations, c'est-à-dire suivre toutes les étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ne pas être sous le régime de la compensation, puisqu'aujourd'hui les avantages du compteur qui tourne à l'envers sont supérieurs à ceux qu'on peut escompter avoir en communauté d'énergie. Et si vous bénéficiez d'un tarif social, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc ce n'est pas cumulable avec les avantages en communauté d'énergie, donc il faudrait y renoncer. Alors comment on va partager cette énergie? Donc vous l'avez compris, il faut un compteur communicant. L'intérêt de ce compteur communicant, c'est qu'on va maîtriser tous les flux qui rentrent et qui sortent de la maison, donc on va vraiment pouvoir avoir une maîtrise sur chaque watt près. Et ça va permettre en fait de faire des comptages tous les quarts d'heure. Je pense que j'ai été dans le détail dans ce slide-là, mais ce que vous devez retenir, c'est que ce compteur communicant va permettre évidemment à Orez d'avoir toutes les informations pour faire les données de comptage, les fournir aux fournisseurs et à la communauté.
Et grâce à ce compteur communicant, on va pouvoir partager l'énergie excédentaire de manière intelligente grâce à des clés de répartition. Alors les clés de répartition, il y en a plusieurs, mais j'ai décidé aujourd'hui, en toute transparence, de vous en présenter deux, parce que c'est celles qui vont se prêter au mieux à la communauté d'énergie renouvelable de Lannes. Alors, il faut savoir que le challenge en communauté d'énergie, ça va être de consommer l'énergie disponible dans l'instant T tous les quarts d'heure. Et cette énergie va être disponible via des clés de répartition. Alors, ici, je vais vous présenter la clé de répartition égalitaire. Comme son nom l'indique, on va avoir des productifs disponibles et, je l'espère, une centaine de participants. Et donc, l'énergie sera disponible au même moment, de manière égalitaire, pour tous les participants. On a droit jusqu'à 3 clés de répartition par quart d'heure. On préconise chez Helios Group d'en utiliser 3 du coup pour optimiser l'autoconsommation en communauté d'énergie. Et donc les 2 premiers passages sont des passages égalitaires. On termine ensuite, Fabrice, par une clé de répartition qu'on appelle dynamique au prorata. Ça veut dire que si on a encore de l'énergie disponible pendant ce quart d'heure, cette clé de répartition permettra de privilégier les plus gros consommateurs pour être sûr que nos producteurs soient contents et que leurs kilowatts soient partagés et valorisés en communauté d'énergie. Donc ça, c'est la meilleure manière d'autoconsommer et de se rapprocher, je l'espère, en fonction du dimensionnement, d'une autoconsommation à 100%. Alors ce sera progressif évidemment, puisque parler de 100% aujourd'hui, ça reste utopique. Comme vous le voyez, il y a 3 avantages fondamentaux, et ils sont importants, mais il y a les avantages économiques, écologiques et sociaux. Au niveau des économies, on va réduire sa facture d'électricité, on va en parler tout à l'heure. On va permettre aux détenteurs de panneaux, aux producteurs, comme son nom l'indique, de générer des revenus additionnels et de permettre, dans certains cas aussi en communauté d'énergie, de faire des investissements mutualisés. Au niveau de l'écologie, évidemment, réduction du CO2 puisqu'on parle d'énergie renouvelable et de consommation locale. Au niveau social, c'est clairement ici des citoyens qui vont se réunir de manière solidaire et s'entraider indirectement entre eux. Donc ça me semble important. Je vous ai parlé tout à l'heure de la facturation. Alors sachez que vous allez, pour ceux qui vont participer à Lannes Énergie, recevoir 2 factures. Toujours une facture de votre fournisseur d'électricité, pour 2 raisons. Parce que vous n'avez pas consommé 100% de l'énergie en communauté, donc il y aura toujours un excédent chez le fournisseur d'énergie, même si je vous ai dit qu'on va vraiment tenter de se rapprocher le plus possible de cette autoconsommation à 100%. Et sachez que c'est le fournisseur qui continue à facturer les frais de transport. D'accord ? Sur l'entièreté de l'énergie que vous avez consommée sur le réseau classique avec le fournisseur et en communauté d'énergie. Et la communauté d'énergie va vous facturer celle qui provient de la communauté et des frais de gestion. Parce que oui, effectivement, Helios Group, même si on est très content d'être là ce soir, nous ne sommes pas philanthropes. La gestion d'une communauté d'énergie, c'est un boulot. C'est fastidieux puisqu'il y a énormément de données à prendre en compte. Il y a aussi les entrées, les sorties. Et ça, je vais vous expliquer dans le modèle tout à l'heure. Il y a une rémunération sur chaque kilowatt partagé. Alors, j'ai mis un petit attention dans le bas, puisqu'on va très rapidement parler des avantages. Je vais délibérément pas donner de chiffres très précis, mais plutôt vous parler d'ordre de grandeur, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je ne connais pas encore les producteurs, je ne connais pas les consommateurs, je n'ai aucune idée du dimensionnement de cette communauté d'énergie, je n'ai aucune idée de vos habitudes d'autoconsommation, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a déjà des communautés d'énergie, mais qui sont vraiment des projets pilotes qui ne vont pas du tout ressembler au concret qu'on va mettre en place à Lannes, qui, je le répète, si tout va bien, sera une des communes pionnières en Wallonie. Mais au niveau des avantages, vous pouvez considérer aujourd'hui, hors frais de transport et hors taxes, je vais parler ici uniquement du prix du kilowatt, de l'électron, faire au minimum 50% d'économie sur votre facture annuelle. Ça, c'est ce qu'on peut dire en toute sûreté aujourd'hui.
mais ça dépendra évidemment de l'autoconsommation en communauté d'énergie. Hein, si c'est 25, 50 ou 70, les bénéfices seront encore plus importants. Pour les producteurs, on peut parler de 2 à 3 fois plus de valorisation que celle faite aujourd'hui chez votre fournisseur. Donc si vous réinjectez à 2 cents, eh bien vous pouvez espérer avoir 6, 8, 10 dans certains cas. C'est d'ailleurs le cas dans la communauté d'énergie citoyenne, mais je vais vous en parler dans quelques temps. Avant de vous parler des avantages, la commune a insisté pour qu'on soit très transparent avec vous. Il y a beaucoup d'avantages, vous l'avez compris, on vient de les voir, mais aujourd'hui, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que les fournisseurs facturent des frais de comptage. On vient leur rajouter dans leur monde idéal des paramètres et des informations venant d'une communauté d'énergie, et aujourd'hui, ce travail supplémentaire est répercuté sur le participant des communautés d'énergie. On parle quand même de 150 € par an. Alors, je vous rassure tout de suite, on a des solutions, sinon j'aurais eu plus de mal à vous annoncer cette nouvelle-là. Mais il faut savoir qu'il y a notamment un fournisseur en Belgique qui ne facture pas ses frais de comptage. Donc c'est le copain des communautés d'énergie. Il y a également la possibilité en communauté d'énergie que ces frais soient pris en charge par la communauté elle-même, puisqu'on pourrait par exemple concevoir que lorsqu'un kilowatt est revendu à un consommateur, on dédie 1 cent à un panier commun qui va appartenir à la SBL et qui va permettre de couvrir des coûts de fonctionnement ou éventuellement de faire des investissements mutualisés, des bornes, des batteries communautaires ou des panneaux solaires et j'en passe. Sachez aussi qu'Helios Group a créé son propre groupe de travail, et que notre objectif c'est quoi? Vous connaissez tous le dicton « l'union fait la force ». Quand on aura une quantité plus ou moins importante de membres, on pourra aller toquer à la porte des fournisseurs, faire ce qu'on appelle des achats groupés et négocier, le tarif dont vous bénéficiez aujourd'hui sur le réseau traditionnel, et 2, le fait de supprimer ces frais de comptage. En fait, moi j'y crois de toute façon fortement. Alors je pense que le schéma d'après, alors je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais c'est ce qu'on appelle le BELPEX, le prix de l'électron. Alors là en plus on parle en mégawattheure, ça ne va pas vous intéresser puisque nous les particuliers, on parle en kilowattheure. Donc je vais vous faire la conversion, ça va bien se passer, vous allez voir. Donc on a les cotations mensuelles les plus basses qui sont en bleu, les plus hautes en rouge et la moyenne en verte. Moi je vais me concentrer sur la moyenne, puisqu'en fait Helios Group, dans sa gestion des communautés d'énergie, notamment énergie libre qui existe déjà et dont le partage a commencé depuis le mois de mars, on a décidé, pour être en adéquation avec le marché de l'énergie, de créer une tarification sur base du BELPEX. Donc si on regarde l'année passée, vous avez donc toutes les valeurs ici jusqu'en 2024. On est en mégawattheure, donc quand vous voyez 54,56 € en kilowattheure, ça vous fait 5 cents. D'accord? Quand on voit ici le 2 en février 2025, 128,75 €, le kilowattheure est à 13 cents. D'accord? Nous, on a décidé, donc, c'est une des idées, une des propositions qu'on fera à l'Anne Énergie, c'est de se baser sur le prix BELPEX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un producteur, un détenteur de panneaux qui réinjecte son électricité, va voir son électron, son kilowatt valorisé à 13 cents. Ok? Je vous ai dit, Helios Group n'est pas philanthrope. Nous, on se rémunère à 2,5 cents du kilowatt partagé. Ça voudra dire, j'arrondis, que le kilowattheure hors frais de transport, hors taxes, les consommateurs vont le payer 15 cents. 15 cents aujourd'hui, grossièrement, c'est 50% en moins de ce que vous payez. Ça peut être encore plus intéressant si on décide de faire une tarification plafonnée, mais la bonne nouvelle, messieurs, dames, c'est que ce sont les participants de la communauté qui décident, qui choisissent leur mode de fonctionnement. Il y a juste les frais de gestion d'Helios qui ne vont pas changer. Donc si je vous prends un exemple à 10 cents et que je prends un consommateur à 5000 kWh par an, aujourd'hui le prix du kilowatt est à un peu plus de 42 cents de manière générale. Je vais enlever là-dedans les frais de réseau et les taxes.
il va rester 30 cents. Si je fais 5000 kW fois 30 cents, ça me donne 1500 €. D'accord? Ça, quelqu'un qui n'a pas de panneau solaire aujourd'hui va payer, hors taxes, hors frais de transport, 1500 €. J'ai enlevé les taxes et les frais de transport délibérément, puisque moi je veux vous donner l'exemple en communauté d'énergie, et que vous savez qu'ils ne sont pas facturés en communauté d'énergie. Ça veut dire que si on parle d'une réduction d'un prix au kilowatt de 12 cents et demi, donc 10 cents plus 2 cents et demi, et vous faites une économie sur l'électron de plus de 50%. Et par contre, le producteur, lui, si, de nouveau, je vais faire simple, sur 5000 kW, ceux qui ont des panneaux, si vous auto-consommez 50%, ça veut dire qu'il reste 2500 kW que vous allez renvoyer sur le réseau. Aujourd'hui, il est valorisé à 2 cents, ça veut dire que vous gagnez 50 € par an. En communauté d'énergie, vous pouvez prétendre à aller chercher, par exemple, 500 €. Donc sur des petits volumes, comme ça parle à tout le monde. Alors, rapidement, le rôle d'Hélios, puisque la commune de Lannes, bonsoir monsieur, la commune de Lannes a bien compris le rôle d'Hélios, évidemment. Donc, en résumé, on est là pour analyser, et c'est ce qu'on va faire une fois qu'il y aura les premières inscriptions, on va analyser la faisabilité technique et économique en faisant ce qu'on appelle un équilibrage. On va dimensionner la communauté d'énergie pour être sûr que les producteurs soient contents de partager et de valoriser leurs kilowatts, et que les consommateurs soient également contents et sensibilisés pour bien autoconsommer. On est là également pour tous les processus de création, de notification et d'accord de partage. Et on va également, tout au long de la durée de vie de la communauté d'énergie, vous informer, vous conseiller en temps réel sur l'évolution des réglementations. Alors on est là également pour former les participants. Donc on a déjà prévu, avec la commune, la prochaine étape, une fois qu'on aura avancé sur la Constitution, c'est de vous réunir et de vous informer sur les décisions à prendre et sur tout ce qu'il va falloir faire pour consommer en bon père de famille dans cette communauté d'énergie. Que ce soit des conseils pratiques, des conseils d'usage, mais également des conseils techniques. C'est pas pour rien qu'on est en nombre ce soir, c'est qu'au sein d'Hélios, vous avez des orateurs, mais vous avez des responsables financiers, des responsables techniques, des responsables administratifs, et on a la chance au sein d'Hélios de travailler avec des experts PV, donc des installateurs certifiés, tant pour la partie PV que pour la partie stockage. Et donc ça aussi, on va pouvoir vous informer sur c'est quoi un bon panneau solaire, c'est quoi une bonne installation, c'est quoi un bon dimensionnement, qu'est-ce qu'il faut mettre comme panneau. Il y a une des choses importantes, je vous l'ai dit en tout début, c'est que si je dois vous demander demain de révolutionner votre consommation et de rester le nez derrière votre smartphone ou derrière votre compteur pour savoir quand l'énergie est là, ou de savoir, tiens, quand est-ce que mon voisin producteur n'est pas chez lui pour que je puisse consommer son énergie, ça va être compliqué pour tout le monde. Donc je vous rassure, ça va être beaucoup plus facile que ça. Et Hélios va bientôt sortir du four une application dédiée notamment à la visualisation de l'énergie disponible en communauté d'énergie. Je ne vais pas aller trop loin non plus là-dedans, mais je la présenterai avec beaucoup de plaisir aux prochains participants. Mais vous aurez évidemment dans l'application une intelligence, ce qu'on appelle des algorithmes prédictifs qui vont se baser sur votre profil de consommation, sur des paramètres météo, pour vous indiquer à l'avance, 24 heures à l'avance, ce qu'il faut faire et comment le faire pour être sûr de bénéficier à plein pot des avantages de cette communauté d'énergie. Merci à tous et je cède la parole à mes amis d'Ores. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Déborah Berthold, je suis conseillère en transition énergétique auprès d'Ores. Et voilà, nous sommes contents de vous rencontrer aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes une assemblée assez impressionnante. Donc sans plus attendre, voilà, nous allons aborder la suite de la présentation. Donc je vous parlerai du rôle d'Ores dans les communautés d'énergie, mais également de l'importance du compteur communicant, comme l'a dit Kevin. Et puis ensuite, Nicolas prendra la suite avec la situation du réseau ici dans votre commune. Alors, le rôle d'Ores dans la communauté d'énergie, il y a 3 éléments.
Le premier rôle, c'est la gestion administrative des dossiers. Donc en fait, ORES va contrôler la recevabilité du dossier, ainsi que tous les documents contractuels et les clés de répartition. Deuxième rôle d'ORES, c'est d'appliquer ces règles de répartition et de transmettre les données, comme l'a dit Kevin, aux fournisseurs et également aux représentants de la communauté, donc ici, Helios. Et enfin, élément important, le remplacement de vos compteurs par des compteurs communicants, puisque la communauté d'énergie a besoin de ce type de compteur pour pouvoir comptabiliser exactement ce que vous injectez ou ce que vous consommez. Ce qu'ORES ne fait pas, elle ne gère pas la communauté et elle ne dimensionne pas non plus celle-ci. Alors, l'importance du compteur communicant. Parmi vous, j'ai vu tout à l'heure qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont des compteurs. Le compteur communicant, sa fonction première, c'est bien évidemment de transmettre les données. Il les transmet automatiquement, donc plus la peine, par exemple, de descendre à la cave pour lire son index, d'avoir peut-être un risque de se tromper dans les chiffres, parce que le compteur n'est peut-être pas à une hauteur très accessible au niveau du regard. Vos données sont donc envoyées chez ORES, et ORES les envoie une fois par an à votre fournisseur pour la facturation annuelle. Donc que vous ayez ou non, que vous faisiez partie ou non d'une communauté d'énergie, le compteur communicant peut déjà très bien être installé chez vous. Non, tu peux revenir, j'ai pas fini. Le compteur communicant va justement vous permettre d'analyser votre profil. Donc avant d'entrer dans la communauté d'énergie, eh bien, c'est un outil qui, par la précision des données, va pouvoir justement vous donner une idée de votre profil avant d'entrer dans la communauté d'énergie. Bonjour, faisons connaissance avec votre compteur électrique. Tout d'abord, voici le bouton de commande de couleur verte. Si vous avez un compteur triphasé ou tétraphasé, il se trouve ici. Là, c'est le voyant de contrôle. Plus la diode clignote, plus la quantité d'énergie consommée ou injectée est importante. Ici et là, ce sont les scellés. Ils garantissent votre sécurité et l'intégrité de votre compteur. Enfin, le code unique d'identification du compteur. Simple, non? Maintenant, accédons à vos index. Ici, les 4 valeurs correspondant à vos index défilent automatiquement et en permanence. Pour les faire défiler manuellement, appuyez une fois sur le bouton de commande, l'écran de test apparaît. Appuyez à nouveau pour afficher la première donnée, et ainsi de suite. Le code ici vous indique quelle information est affichée. Le 1.8.1 indique le total des kilowattheures d'énergie consommés aux heures pleines. Le 1.8.2 indique le total des kilowattheures d'énergie consommés aux heures creuses. Si vous disposez d'une production d'énergie, les codes suivants concernent l'énergie injectée. Le 2.8.1 correspond au total des kilowattheures aux heures pleines. Et le 2.8.2 désigne le total des kilowattheures aux heures creuses. D'autres informations sont disponibles. Vous en trouverez le détail sur notre site internet. L'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité. En cas de coupure, votre compteur refonctionnera automatiquement une fois la panne résolue par nos services. S'il s'agit d'un court-circuit ou d'une surcharge de votre installation électrique, le disjoncteur coupe l'alimentation du compteur et de votre installation. Comme pour votre ancien compteur, une fois le problème réglé, vous pouvez le réarmer. Et voilà, pour toutes vos questions, rendez-vous sur notre site. ORES met à disposition un portail client qui s'appelle le MyORES. Je ne sais pas si parmi vous, certains l'utilisent déjà, ceux qui ont le compteur communicant. Oui, voilà. Eh bien voilà. Donc, le portail MyORES offre vraiment des données très intéressantes. Donc, une fois que vous faites placer le compteur communicant par ORES, vous recevez des codes d'activation. Ces codes sont personnels et à chaque connexion, on vous demandera un code de vérification. Quelles sont les informations que vous pouvez retrouver sur le portail? Donc ce n'est pas une application, hein, c'est bien un portail qui est accessible via notre site internet.
Il est gratuit et vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, les éléments que vous pouvez retrouver sont les informations de votre code EAN, de votre numéro de compteur, bien évidemment, mais aussi des informations qui parfois sont moins évidentes, comme votre moindre relève. Je pense que souvent, c'est quand Ores envoyait la carte ou la notification comme quoi il fallait rentrer ses index, qu'on se dit « Ah, ben je vais bientôt recevoir ma facturation annuelle ». Ici, vous avez cette information qui se trouve ici. Vous avez également les données techniques de votre compteur. Donc ici, on voit que c'est un compteur de 27 ampères en triphasé. Mais surtout, vous avez l'historique des volumes envoyés à votre fournisseur pour votre facturation. Ce qui est quand même assez intéressant, puisque d'année en année, vous pouvez comparer les volumes qui ont été facturés. Si vous voulez plus de données, vous pouvez cliquer sur « Je suis ma consommation » et vous arrivez sur ce type de graphique. Alors ici, nous avons pris l'exemple d'une personne qui possède des panneaux photovoltaïques. Donc, vous avez l'énergie prélevée qui a été sélectionnée, mais aussi l'énergie injectée. Alors, l'énergie injectée est en vert et l'énergie prélevée est en jaune. Ce graphique, vous pouvez l'adapter en heures, jours, mois et années, donc ce qui vous permet aussi de faire une comparaison, mais aussi, évidemment, en heures, de savoir exactement ce que vous consommez et à quel moment. Le slide suivant concerne uniquement l'énergie prélevée. Donc là, on s'est mis dans la peau de quelqu'un qui consomme et qui est en simple tarif. Donc vous avez un graphique qui ne reprend que l'énergie prélevée. Mais même chose, vous pouvez le mettre en heures, jours, mois ou années. Autre avantage du portail MyORES, c'est que vous pouvez recevoir un rapport mensuel. Alors on sait que certaines personnes relèvent leurs index tous les jours, parfois même matin et soir. Et donc ici, Ores vous donne la possibilité de recevoir un rapport mensuel de vos consommations, mais aussi de votre injection. Vous avez aussi la possibilité de recevoir une notification en cas de dépassement, par exemple, de votre consommation. C'est une alerte qui peut vous être envoyée. Voilà, donc ça c'était les informations sur le MyORES. Vous pouvez évidemment lire également directement sur le compteur vos index, mais aussi, comme le disait Kevin, il y a moyen de connecter un dongle sur le port P1. Et donc c'est un petit accès auquel vous pouvez connecter un dongle qui, couplé à une application, vous donnera en temps réel vos données de consommation, d'injection. Il est même possible, via certaines applications, de connecter des prises connectées qui aussi, reliées à ce dongle, vous donneront des informations sur des applications accessibles à l'instant T. Parce que les données du MyORES, ce sont des données qui sont accessibles à J+1, puisqu'il faut d'abord que les données soient envoyées chez Ores pour pouvoir les consulter sur le portail. Alors si jamais voilà, vous décidez d'entrer dans la communauté, eh bien, il faudra demander le compteur communicant. Vous pouvez le faire via notre site internet, ou même en flashant le code ici, vous aurez accès à notre site. Vous pourrez prendre directement un rendez-vous à votre convenance. Je rappelle que le compteur est gratuit, donc pour un remplacement en lieu et place de ce que vous avez aujourd'hui, donc même puissance et même emplacement, Ores prend en charge le remplacement du compteur, le coffret et le disjoncteur. Bon, bonsoir à toutes et à tous, et merci à Déborah pour la présentation. Donc je me présente, Nicolas Favresse, je suis responsable directeur d'Ores au niveau du Brabant Wallon. Et peut-être juste un petit mot pour compléter aussi une frustration, parce qu'on discutait tantôt, j'en profite tant que vous êtes là, des fois que vous ne posiez pas la question après, on va tordre aussi le cou à une fake news qui circule beaucoup. Pour ceux qui ont installé des panneaux avant le 31 décembre 2023, le fait de passer au compteur communicant n'arrête pas le mécanisme de compensation. D'accord ? Parce qu'on se rend compte que ça circule beaucoup parmi les professionnels, les électriciens, voire même parfois par nos propres sous-traitants qui vont placer des compteurs. Donc s'il vous plaît, sachez que en fait, le compteur communicant, il n'a que des avantages.
il ne bloque en rien la compensation. Ça circule beaucoup dans la population, dans la presse parfois, etc. Mais c'est complètement faux. Comme j'aime à dire, en fait la compensation, c'est jamais qu'une soustraction. On prend la production, enfin la consommation et l'injection, et on est quand même un minimum futé chez Ores. Je ne vais pas me porter au nu, mais on sait quand même faire une soustraction. Et donc voilà, on sait ce que vous consommez, on sait ce que vous produisez, donc il n'y a aucun souci et ça ne change absolument rien à la compensation. Comme ça, vous pouvez être rassuré. Il ne faut pas refuser si on vient nous claquer la porte au nez, ça ne change absolument rien. La situation au niveau du réseau de LAN. Peut-être le slide suivant. D'abord, on entend souvent dans la presse le terme de décrochage des onduleurs. Alors les décrochages d'onduleurs, je vais vous rassurer, c'est un fonctionnement tout à fait normal, mais non désiré. C'est-à-dire, votre onduleur, à partir du moment où il décroche, qu'est-ce qu'il fait? En fait, tout simplement, il détecte au niveau du réseau que la tension est en train de monter de trop, à cause de votre injection à vous, à cause de l'injection des voisins, etc. Donc la tension, la raison d'être d'un onduleur et de votre panneau photovoltaïque, c'est d'injecter des électrons verts. Et à terme, peut-être de l'utiliser au sein d'une communauté d'énergie renouvelable. Mais la raison d'être de panneaux photovoltaïques et des onduleurs, c'est de produire des électrons verts. Et pour pouvoir les produire, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va injecter ces électrons, donc du courant, dans un câble, dans votre câble de raccordement à la maison, qui a une certaine section, une certaine longueur, qui est en aluminium, qui va être en cuivre. Et donc ça, c'est une constante, en fait. C'est la constante qu'on appelle la résistance du câble, qui est fixe. Et en fonction du courant qui passe et de la résistance du câble, vous avez ce qu'on a tous appris en fin d'humanité, la loi d'Ohm, donc U, la tension, égale la résistance fois le courant qui passe dedans. Et donc en fait, au plus vous allez essayer d'injecter des électrons verts, ou même des électrons gris, hein, ils peuvent être de la couleur que vous voulez, mais au plus vous allez essayer d'injecter des électrons dans un câble, le câble est une constante fixe, au plus vous allez faire monter la tension sur le réseau. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de décrochage de votre onduleur? En fait, normalement, sur votre réseau, vous devez avoir 230 volts. La norme autorise finalement que vous dépassiez cette tension de plus ou moins 10%. Et donc, quand vous allez essayer, votre onduleur va essayer de pousser des électrons verts, il va dépasser la norme donc, de 10%, il va monter à 253 volts. À partir de là, si vous continuez, il y a un danger pour vos propres installations. Vous risquez de cramer vos équipements, votre vitrocéramique et compagnie, et c'est évidemment pas l'objectif. Et donc, la norme prévoit que votre onduleur décroche, c'est-à-dire qu'il s'arrête proprement, il n'explose pas, il ne s'arrête pas, il s'arrête pour que justement votre tension ne dépasse pas les 253 volts. Et donc, pour éviter de brûler vos appareils électriques et surtout d'engendrer un incendie dans votre maison ou chez les voisins. D'accord ? Je le dis aussi parce que c'est très important, dans certaines réunions citoyennes, il y a quelqu'un qui vient très malin à la fin aux questions-réponses, qui me dit « Moi, de toute façon, j'ai trouvé la solution, mon installateur, il a donné un coup de tournevis dans l'onduleur au niveau des paramètres, et comme ça, je décroche plus, je suis à 265 volts. » C'est super malin, sauf qu'un jour, sa maison va brûler, ou la maison du voisin, et donc surtout, en fait, le fonctionnement, comme je le disais, d'un onduleur qui décroche, c'est un fonctionnement tout à fait sain et tout à fait normal. Alors, par contre, si vous avez des panneaux, vous n'avez pas fait ça pour que vos onduleurs décrochent, hein, donc c'est un comportement non désiré, on est bien d'accord. Je suis aussi dans le cas, mes panneaux décrochent quand il y a du soleil et ça ne me fait pas plaisir d'avoir mis 15 000 € sur ma toiture pour qu'ils ne produisent pas. Et donc pour ça, en fait, vous avez compris avec la formule qui est là, la solution que va avoir Ores, purement, bêtement et simplement, c'est de changer le câble. C'est de raccourcir les longueurs, donc de rajouter des cabines électriques. C'est ce qu'on a fait ici à la maison communale où on est venu rajouter une cabine électrique. C'est de renforcer le réseau de tension, c'est de dédoubler les câbles en basse tension, c'est de passer sur des plus grosses sections de câbles ou de doubler le nombre de câbles, c'est de passer de 230 à 400 volts. Donc on a plein de solutions à mettre en œuvre, mais qui coûtent évidemment horriblement cher. L'autre solution, le rêve idéal, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est évidemment que les gens autoconsomment, donc finalement qu'au niveau du compteur, ils ne voient plus passer vos électrons verts, rêvons que vous autoconsommiez complètement, que vos électrons verts finalement restent chez vous, et donc au moment où vous produisez, vous rechargez votre voiture électrique. Au moment où vous produisez, vous branchez vos vitrocéramiques et vous cuisinez à ce moment-là. En pratique, ça ne fonctionne pas trop, parce qu'en journée, moi je travaille, et mes onduleurs décrochent, et je rentre le soir, et je cuisine le soir en rentrant.
Donc il y a d'autres solutions aussi, c'est justement, je ne suis pas là sur le temps de midi, par contre le glacier à Lannes, quand il fait beau, il est là et ses frigos tournent à plein régime, et donc l'idéal, ça serait que lui consomme à ce moment-là, ou alors placer des batteries, etc. Donc c'est un peu l'optique aussi. La solution, l'avenir énergétique, il ne va pas venir d'une seule solution. Donc Orez, bien sûr, on investit massivement dans le réseau, ça coûte horriblement cher, c'est très cher d'ouvrir des voiries, de poser des câbles, de mettre des cabines. Mais il y a aussi, au niveau du citoyen, le fait de poser des batteries, d'essayer d'autoconsommer, de changer ses comportements. On avait tous le réflexe avec le bio-horaire, avant d'aller dormir, de lancer le lave-vaisselle. Eh bien maintenant, s'il vous plaît, si vos onduleurs décrochent, ne lancez plus le lave-vaisselle avant d'aller dormir. Lancez-le en différé. Quand vous partez travailler à 8 h du matin, vous le lancez en différé 3 heures plus tard. Comme ça, il démarre à 11 h. Et il va consommer à 11 h dans les heures solaires. Donc il y a tout un apprentissage que justement, avec les communautés d'énergie, on doit rééduquer en fait toute la population et tout l'apprentissage et les acquis qu'on a eu de finalement on essaye de consommer la nuit. Non, dorénavant il faut essayer de consommer en journée quand il y a du soleil, entre 11 h et on va dire 15-16 heures. J'ai des panneaux, ils décrochent. En fait mes panneaux, ils décrochent 5 jours sur 7. Pourquoi ils ne décrochent pas le samedi et le dimanche chez moi? Parce que je suis à la maison et que avec mon épouse, elle sait comment ça doit fonctionner, les machines, les séchoirs, le lave-vaisselle, le lave-linge, etc. C'est tous les week-ends entre 11 h et 15-16 h. Comme ça, vous savez ce que je fais le week-end dans ces plages. Mais voilà, donc en fait, on a changé nos usages et on sait effectivement, et ça m'arrive même parfois quand je suis vraiment tordu, de lui dire non chérie, on ne va pas faire les lessives samedi parce qu'il fait moche et demain on annonce du soleil, on les fera demain. Elle est ravie quand elle entend ça. Mais effectivement, on essaye d'adapter. Alors, il y a les cas les plus extrêmes, évidemment, ça continuera, et vous allez me dire, je branche ma machine et ça continue à décrocher, c'est vrai. Mais parfois, comme je vous disais, le décrochage, c'est à 253 volts pendant 15 minutes, votre onduleur doit alors se mettre en sécurité. Et parfois, le fait de lancer les machines, etc., en tout cas c'est le cas chez moi, de nouveau ça dépend de la gravité, mais ça vous permet d'être à 251 volts ou à 250. Alors c'est rien du tout, vous allez dire j'ai gagné 3 volts, oui, mais l'onduleur ne décroche plus, parce qu'il n'est pas à 253 volts. Donc c'est vrai que vous êtes à une tension qui est haute, mais qui est toujours sous la norme, et donc votre onduleur il fonctionne. Et ça tient parfois à pas grand chose. Moi j'ai essayé aussi de sensibiliser sans trop dire à mes voisins que je travaille chez Orez, parce que sinon ils vont caillasser ma voiture. Mais j'ai essayé d'expliquer effectivement suite au décrochage. J'ai une voisine qui a une piscine, branche ta filtration de piscine de 11 h à 17 h s'il te plaît. Non mais ça m'ennuie, je la mets la nuit. Non, mets-la de 11 h, tu as des panneaux, mets-la de 11 h à 17 h. Mes voisins ont des véhicules électriques. Quand vous êtes en télétravail, s'il vous plaît, ne le branchez pas à 19 h quand tout le monde revient, quand les panneaux ne produisent plus. Branchez-les de 11 h, de nouveau à 15, 16, 17 h. Donc il y a vraiment un vrai travail de communication et d'éducation, finalement, à l'utilisation, à l'autoconsommation, le terme, pour utiliser au bon moment. Et ça fonctionne vraiment. Ce n'est pas la solution absolue quand le cas est trop grave, ça je suis tout à fait d'accord. Et donc ça passe par des investissements, et la balle est chez Orez, mais ça fonctionne. Votre onduleur actuellement décroche, demain avec la CER, il décrochera. Sauf, et c'est ça, donc, sauf si on adapte les comportements, on met des batteries, et sauf, je vais prendre le cas de la CER, si par exemple dans la CER, on peut de nouveau, monde peut-être un peu idéal, vous habitez au numéro 3 de la rue, votre voisin, vous n'êtes pas là en journée et votre onduleur décroche, par contre votre voisin, il habite au numéro 5, et comme on disait tantôt, l'électron il est fainéant. Donc ne pensez pas, s'il s'est allé du numéro 3 au numéro 5, qui est la maison d'à côté, il va aller au plus court. Donc il n'ira pas à l'autre bout de l'âne. Si votre voisin, par chance, a une piscine, branche à filtration à ce moment-là, cuisine à ce moment-là, etc., votre onduleur ne décrochera plus. Dans votre communauté, si elle est essentiellement composée de panneaux, ça aura un intérêt, enfin, vous pourrez consommer l'énergie de la communauté dans les heures solaires. Lancer un appareil en espérant consommer au niveau de la communauté d'énergie, si vous n'avez pas d'éolienne ou d'hydroélectricité à 2 h du matin, ça n'a pas d'intérêt et personne ne produira. En fait, dans la CER, ce sont vraiment des tarifs particuliers que vous allez convenir ensemble, quoi. Mais ce tarif ne sera applicable qu'à l'électron vert quand votre voisin va le produire et que vous le consommez. Pourquoi tout d'un coup ça décroche? En fait, vous voyez qu'il y a eu une croissance qui est quand même forte et importante, mais il y a eu une croissance depuis 2007 des installations de panneaux photovoltaïques
en Belgique, et notamment ici, c'est la situation sur le réseau d'Ores. Et vous voyez que chaque année, on prenait un peu plus d'installations sur les toitures des particuliers, mais ça restait gérable. Donc ça suivait nos investissements, on savait anticiper, etc. Et puis, il y a eu l'année 2023 où tout est parti en vrille, en fait, parce qu'en 2023, il s'est produit plusieurs choses. Il y a eu la crise énergétique, la flambée des prix, il y a eu la fin du mécanisme de compensation, donc les compteurs qui tournent à l'envers, et donc il y a eu une vraie ruée de tous les clients qui ont tous voulu installer leurs panneaux photovoltaïques sur leur toiture avant le 31 décembre 2023. Et je présume que c'est partout, dans mon quartier c'est pareil, tout allait bien, et puis depuis tous mes voisins ont installé des panneaux et ça décroche. En fait ça a fleuri absolument partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, depuis 2007, on est passé de 0 installation, à peu de choses près, à peu près 180 000 installations. Et puis on a fait un bond de plus de 100 000 installations sur un an, de plus de 60% d'installations. Et donc, en fait, on se retrouve actuellement sur notre réseau basse tension, avec l'équivalent de plus, en termes de puissance, de plus de 2 réacteurs nucléaires qui sont connectés sur le réseau basse tension d'Ores. Je prends souvent l'exemple, imaginez, c'est expliqué aussi tantôt, en corollaire, avant on avait les centrales au charbon, on avait Tihange, donc si vous voulez, avant on avait des productions qui étaient centralisées, avec Tihange notamment, vous aviez les autoroutes de transport d'Elia qui transportaient des grandes puissances, puis vous passiez sur des nationales, et puis vous passiez sur les routes de campagne. Les routes de campagne, c'est le réseau basse tension, avec des nids de poules, avec surtout le trafic, ce sont des petites citadines et de temps en temps un tracteur, mais ce ne sont pas des tonnes et des tonnes de camions de transport qui passent par là. Et en fait, ici, si vous voulez, on a éteint Tihange et on a branché en direct sur ces routes de campagne les Tihange. Et donc vous avez des tonnes de camions en journée, enfin, l'analogie du camion, qui passent sur ces routes de campagne qui n'ont pas été dimensionnées pour. Ça fait le réseau basse tension, il évolue. Et donc on a complètement changé les usages, surtout sur une année. Et donc il faut investir, il faut moderniser, mais le réseau électrique il s'est construit sur un siècle, sur une centaine d'années, et ici on nous demande en une année qu'il soit opérationnel et que plus rien ne décroche. Donc forcément ça prend du temps et il faut investir. Donc on a décidé depuis le début de mettre à disposition une cartographie. Et si vous allez sur notre site www.ores.be, vous allez sur votre commune, décrochage onduleur, décrochage onduleur et votre commune, vous voyez en fait tous des petits pavés qui sont gris quand on n'a aucune info des compteurs communicants, vert quand on estime que le problème peut exister mais il n'est pas très grave, jaune c'est maximum 1 heure par jour de décrochage, de nouveau tout est relatif, si vous êtes victime d'1 heure par jour vous allez trouver ça horrible, mais tout est relatif parce qu'il y en a où c'est pire, et quand c'est rouge ça veut dire que vous êtes à 2 heures voire plus de décrochage par jour, sur 5 heures d'ensoleillement. Sur la région du centre du Brabant wallon, et notamment le cas de Braine-l'Alleud, de Waterloo et de Lannes, il se fait que la situation n'est pas trop mauvaise, de mon point de vue de nouveau. C'est-à-dire qu'on est essentiellement sur du jaune, vous voyez, sur du jaune et sur du vert, donc où il n'y a pas trop de soucis. Si vous dézoomez sur la carte et que vous allez à l'est du Brabant wallon, du côté de Jodong, c'est rouge cramoisi partout. Du côté de l'ouest, c'est pareil, et dans le sud du Brabant wallon, pareil, au niveau de Villers-la-Ville, etc. C'est vraiment la situation est vraiment problématique. Donc vous avez cette info, on a décidé vraiment en toute transparence de vous donner un aperçu. Ça doit aussi vous aider justement en vous disant, ben voilà, si je place des panneaux photovoltaïques dans le centre d'Ohain, a priori, c'est vert, donc c'est pas problématique. Je peux en rajouter. Donc c'est aussi un guide qui vous aide à investir. D'accord ? Bon, ici, je vous promets que j'arrive. Donc c'est un guide qui doit vous aider. Et alors, de nouveau, en toute transparence, on a un boulot phénoménal. Et les équipes bossent, c'est notre priorité absolue parce qu'on se rend compte du problème. Ça fait plus de 2 ans qu'on bosse quasi non-stop là-dessus. Mais il va nous falloir encore 7 à 8 ans pour résoudre tous les problèmes. Parce que je vous ai dit, le réseau s'est construit sur un siècle et on a révolutionné l'usage. En un an de temps, il faut poser des nouvelles cabines, il faut obtenir des permis. Construire une cabine, c'est comme construire une maison. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont construit une maison. Les permis, les procédures et tout, c'est la même chose. C'est complètement dingue, c'est 2 ans. Et si je viens vous voir pour vous dire que je voudrais un terrain de 4 mètres sur 4 pour mettre une cabine, je serais curieux de voir qui va me vendre un terrain. Parce qu'en général, les gens ne sont pas trop demandeurs. Donc, les procédures, etc., sont horriblement longues et ça nécessite du temps.
Ça va nécessiter encore 7 à 8 ans pour tout résoudre et beaucoup d'argent. Mais on a essayé aussi en toute transparence de dire où est-ce qu'on est en train de travailler, où est-ce qu'on a travaillé et où est-ce qu'on va travailler à court terme. Et donc ce sont mes fameux carrés, alors ils sont, ou losanges ou polygones, les bleus. Là ce sont des endroits où nous sommes déjà intervenus. Alors je pourrais bientôt, mais il n'est pas encore finalisé, mettre ici. On n'a pas encore tout à fait terminé les poses, vous voyez qu'il y a encore des câbles ici dehors. Les polygones mauves, ce sont des endroits où on a prévu de travailler. Donc par exemple du côté de Rixensart, vous voyez, on a un peu plus de problèmes et on a plein de dossiers qui sont prévus, des poses de cabines, etc. Et donc vous voyez aussi des infos à cet endroit-là. D'accord. J'ai terminé, mais je vois qu'il y a plein de questions. Oui, j'ai un complément au niveau de l'utilité des communautés d'énergie sur les décrochages. Donc, juste pour rebondir sur tout ce que j'ai entendu, d'ailleurs merci Orès, parce que c'était évidemment très complet, en phase avec les inquiétudes du marché.